On va, avant de passer ensuite à une seconde intervention et aux questions, laisser la parole à Monsieur Damien Bonnereau, qui est donc doctorant contractuel en droit public à l'ARS Champagne-Ardenne et qui va nous entretenir d'un administré un peu particulier, d'un usager, de l'usager du système de santé et donc plus globalement de la régulation du système de santé et des algorithmes. Je vous remercie, bonjour à toutes et à tous, et je vous remercie de m'avoir invité à ce colloque. Alors, pour vous parler de la régulation du système de santé et des algorithmes, quand j'ai commencé à travailler le sujet, je me suis un peu demandé en quoi ça pouvait me concerner, et notamment l'ARS. J'ai pas eu Bon, alors évidemment, j'ai commencé par aller sur Google, et j'ai tapé algorithme pour savoir de quoi il en retournait, évidemment. J'ai pu lire assez rapidement que l'algorithme 2.0 était susceptible de remplacer l'être humain désormais inutile. Voilà, cette machine infernale qui est susceptible de constituer l'algorithme, cette espèce de Terminator des temps modernes. En ce temps disons, de réduction des postes dans la fonction publique, je me suis un peu inquiété, mais j'ai rapidement pu lire qu'on ne parlait pas vraiment de la suppression des fonctionnaires en matière d'algorithme. J'ai eu l'impression que, en tout cas d'après Internet, d'après les articles que j'ai pu lire, bon, qui relevaient peut-être parfois de la discussion de comptoir ou de la science-fiction, mais bon, c'est ce que j'ai pu lire sur Internet, j'ai eu l'impression que c'était susceptible de représenter une menace avant tout pour les médecins, en tout cas en matière de santé. J'ai notamment le souvenir d'un article qui disait que, je crois, un Japonais aurait inventé une sorte de machine, une sorte d'algorithme capable, rien qu'en regardant dans votre pupille, capable de déterminer les probabilités que vous ayez de faire ou pas un AVC. On comprend bien que face au médecin généraliste, enfin, ce dernier a peut-être du souci à se faire. Bon, je pense qu'on est encore dans la science-fiction, mais ça m'a rassuré de me dire que, avant qu'on me supprime, on supprimerait peut-être les médecins. Bon, je rigole. Mais en tout cas, je me suis dit, bon, ça n'a pas l'air tellement de me concerner, l'algorithme, surtout l'algorithme 2.0. Pardon. Ça n'a pas l'air d'être la révolution de l'algorithme informatisé. En fait, c'est pas vraiment le cas. Je dirais que l'algorithme à l'ARS, son utilisation est très fréquente, voire peut-être pas systématique, mais en tout cas, l'algorithme est omniprésent et indispensable à l'ARS, et je pense d'une façon générale à l'administration, dans le processus de prise d'une décision administrative. À l'ARS, on a des algorithmes informatisés, évidemment, sauf que ces algorithmes, pour l'instant, ne remplacent pas l'administrateur de santé, dans la mesure où ces algorithmes vont essentiellement être utilisés pour donner à l'administrateur, à l'Agence régionale de santé, des informations essentielles, indispensables pour pouvoir prendre une décision. Cependant, les algorithmes, qu'ils soient informatisés ou pas d'ailleurs, mais essentiellement les algorithmes informatisés, ne vont pas déterminer eux-mêmes la décision qu'il convient de prendre. Pour vous donner un exemple, pour illustrer ces propos, je dirais qu'à l'ARS, on utilise notamment ce qu'on appelle le PMSI, le programme de médicalisation des systèmes d'information. Donc c'est un dispositif qui fonctionne à partir d'algorithmes et qui va permettre à l'administration de connaître la répartition à un moment donné de l'offre de services de santé sur un territoire. On va pouvoir connaître la répartition de ces services de santé et leur quantité. On va savoir combien il y a d'établissements, qui fait quoi, etc. Sauf que ce dispositif, ce PMSI, qui fonctionne à partir d'algorithmes, alors je vais vous le dire tout de suite, au cas où vous auriez des questions qui, j'en suis certain, seront pertinentes, mais ne me demandez pas de vous expliquer en quoi consistent ces algorithmes, quels sont les raisonnements qui sont
sous-jacent à ces algorithmes. Très honnêtement, je ne suis absolument pas certain, en toute modestie, de les maîtriser. Je dirais, pour résumer ce point-là, qu'en matière de santé, l'algorithme est avant tout une affaire d'experts. En matière de santé, l'expert, c'est le médecin. Et donc, je ne suis pas médecin, je ne suis pas expert. Voilà. À plus tard, merci. Bon, c'était un propos que vous pouvez mettre entre parenthèses, mais je dirais que, pour en revenir au sujet, l'algorithme va nous donner des éléments importants, utiles pour décider, mais pas plus. Pourquoi pas plus? Parce que, à mon sens, c'est qu'on n'a pas actuellement de réel consensus sur ce qu'il faut faire pour prendre une décision, pour prendre un acte administratif. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas d'accord sur la façon de procéder. Il n'y a pas de... Et donc, à partir de là, il paraît difficile de mettre en place des critères objectifs et qu'on pourrait appliquer, qui seraient opposables à tout le monde et qu'on pourrait généraliser, en fait, dans le processus de prise de décision administrative. Je pense que c'est l'une des principales raisons qui fait que l'algorithme, en tout cas en matière de santé, demeure pour l'instant, disons, ne décide pas à la place de l'administrateur de santé. Ce que j'ai pu constater, c'est que l'algorithme avait quand même un impact potentiellement important sur les missions et sur la façon de réguler, d'organiser le système de santé. J'ai pu le constater notamment à travers un exemple qui concerne l'ARS, un exemple assez récent, qui est celui de la réforme de la tarification des EHPAD, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Assez récemment, par la loi ASV, Adaptation de la société au vieillissement, de décembre 2015, on est venu généraliser un mode de financement des EHPAD qui est celui du financement au GMPS. GMPS, c'est un mot un petit peu barbare qui veut dire « GIR moyen pondéré soin ». On comprend tout de suite en quoi ça consiste, rien qu'en en parlant. Alors, ce GMPS, cette tarification au GMPS, c'est une tarification. Le GMPS, c'est un indicateur qui est exprimé sous la forme de points qu'on va intégrer à une équation tarifaire pour obtenir le tarif d'un établissement. Et ce GMPS, cet indicateur, il est déterminé à partir d'algorithmes, deux algorithmes. Le premier qu'on appelle la grille Agir, qui permet de déterminer le niveau de dépendance d'un résident d'un EHPAD. Deuxième indicateur, donc pour expliquer un peu quand même, on essaie de regarder ce que la personne, ce que le résident de l'EHPAD est capable de faire seul ou pas. Ce qu'elle est capable de faire seule ou ce qu'elle ne peut pas faire sans l'aide d'une autre personne. Et en fonction de ça, avec des calculs un peu savants que je ne maîtrise pas, on va déterminer son niveau de dépendance. Ensuite, on va faire ça pour tous les résidents de l'EHPAD. On va avoir un niveau de dépendance moyen, ce qu'on appelle le GMP, le GIR moyen pondéré. Pareil, deuxième algorithme, qui est celui qu'on appelle le PATHOS, l'outil PATHOS, qui permet de déterminer les besoins en soins des résidents d'un EHPAD. On a le niveau... donc, c'est un peu pareil que pour la grille Agir, mais pour le côté besoins en soins des résidents. Donc là, c'est pareil, c'est utilisé, c'est manipulé par des médecins via des logiciels informatiques, je pense qu'on appelle notamment Galad. On va renseigner les informations dans le logiciel, etc. Galad va faire le travail et il va nous obtenir un résultat, le GMP, le PMP, qui va nous permettre de connaître le GMPS, qu'on va intégrer dans une équation tarifaire et qui va nous permettre de connaître le tarif qu'on va donner, que l'ARS va octroyer aux établissements à chaque EHPAD. Chaque EHPAD a un GMPS et chaque EHPAD voit désormais son tarif annuel déterminé à partir de ce GMPS. Donc on voit que l'ARS, on voit un petit peu la façon dont l'ARS utilise, ou en tout cas a recours aux algorithmes. Et pour vous démontrer ce que je vous disais tout à l'heure, que ces algorithmes sont capables de modifier la nature même des compétences de l'administration, c'est que du fait de cette généralisation de la tarification au GMPS, l'ARS a perdu certaines de ses compétences, et notamment ses compétences en matière de gestion budgétaire des EHPAD. C'est-à-dire que
désormais, l'ARS ne s'occupe plus, du fait de la mise en place de cette tarification au GMPS, l'ARS ne s'intéresse plus vraiment à la bonne ou à la mauvaise gestion des EHPAD. Et c'est assez logique, en fait, qu'on ne le fasse plus, puisque désormais, pour déterminer les fonds, le montant des sous qu'il convient d'allouer aux EHPAD, on a des critères très objectifs et finalement une procédure automatique. Ce qui fait que, du fait de l'instauration de cette procédure automatique à partir d'algorithmes, on est désormais, en tout cas sur un plan juridique, on est désormais certain, si on a bien respecté l'algorithme, si on l'a bien utilisé, on est certain d'avoir suffisamment doté chaque établissement. On ne peut plus juridiquement remettre en question ce postulat si on a bien utilisé l'algorithme. Ce qui fait qu'on ne doit plus savoir si l'établissement est bien géré. Pourquoi ? Parce qu'avant, quand on n'avait pas cet algorithme, pour savoir si on avait bien doté ou pas l'établissement, on regardait en premier si l'établissement gérait bien son établissement, si les gestionnaires des EHPAD géraient bien leur établissement. Pourquoi ? Parce que à la fin d'un exercice budgétaire donné, si l'établissement est en déficit, le déficit peut résulter de deux principales raisons. D'abord, ça peut être parce que l'ARS a mal apprécié le niveau de besoin en soins des résidents de l'EHPAD. Donc, comme l'argent qu'on donne aux EHPAD dépend du niveau de besoin en soins, si on a mal apprécié les besoins en soins, on a donné une dotation budgétaire insuffisante. Et c'est pour ça que l'établissement se retrouve en déficit par la suite. Ça serait un petit peu cruel pour les résidents des EHPAD que l'établissement, au motif qu'on ne lui a pas donné assez d'argent, à partir du mois de juillet, dise « Ah, j'ai plus de sous, votre cancer, vous pouvez vous débrouiller tout seul. » Voilà, ça serait un petit peu... En France, on n'accepte pas. La démocratie fait qu'on préfère faire du déficit budgétaire, et je le comprends tout à fait. Donc, à la fin de l'année budgétaire, l'établissement peut se retrouver en déficit, mais ce n'est pas forcément de sa faute. C'est simplement parce qu'on a mal apprécié les besoins et on a donné une dotation insuffisante. Et donc, en fait, ce qu'on faisait avant, qui est le GMP et tout ça, là, le GMPS, on regardait s'il n'y avait pas de faute de gestion, et s'il n'y avait pas de faute de gestion budgétaire de l'établissement, on considérait que le déficit résultait d'une mauvaise appréciation des besoins en soins. Donc c'est pour ça qu'on faisait de la gestion budgétaire d'établissement. Sauf que maintenant, comme on a une procédure qui permet de s'assurer qu'on a bien doté l'établissement de manière à ce qu'il puisse financer, répondre aux besoins en soins de ses résidents, s'il y a un déficit, c'est forcément que c'est un mauvais gestionnaire. Et dans ce cas-là, son déficit, c'est pour sa pomme, parce qu'il n'y a pas de raison que l'État vienne pallier les erreurs budgétaires d'un gestionnaire, quel qu'il soit, public ou privé d'ailleurs. Enfin, c'est un petit peu l'idée, c'est dans un souci de bonne gestion des deniers publics. Voilà. Donc, s'il y a un déficit, c'est l'établissement maintenant qui en est le seul et unique responsable, et donc on ne fait plus de gestion budgétaire. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on travaille moins à l'ARS. Au contraire, je suis bien placé pour en parler, enfin on verra ça plus tard. Disons, on nous a supprimé cette compétence, et de façon logique finalement, cette compétence en matière de gestion budgétaire des établissements pour la remplacer par une autre. Désormais, au lieu de vérifier que l'établissement est bien géré sur le plan budgétaire, on fait ce qu'on appelle de la planification d'activité. C'est-à-dire que, pour le dire plus clairement, on a remplacé le budget prévisionnel par ce qu'on appelle l'EPRD. C'est l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. C'est un document qui permet de déterminer si l'activité à venir d'un établissement est viable. C'est-à-dire qu'on essaie de savoir s'il y a un marché, en fait. Si dans l'avenir, l'activité de l'établissement, ça vaut la peine de rester installé là, quoi. Si dans l'avenir, effectivement, il va y avoir une demande des clients, quoi. Donc, on voit que... Enfin, des clients, non, en matière de santé, des résidents, ou des usagers, ou des administrés, comme vous voulez. Donc, ce qu'on peut dire, au-delà de l'idée que l'algorithme peut avoir pour conséquence de modifier la nature même des compétences de l'administration, on peut surtout dire que l'algorithme, c'est un outil qui permet de gagner du temps. C'est-à-dire que, comme maintenant on n'est plus obligé de faire de la gestion budgétaire,
on peut faire de la planification. Avant, on était trop occupé à contrôler le budget, donc on ne pouvait pas trop planifier, quoi. On n'avait pas assez de personnel pour faire les deux en même temps. Donc, voilà. Donc, je dirais que l'algorithme, voilà, ça permet de gagner du temps. C'est un outil. Au-delà des objectifs généraux, des principes qui lui sont accolés, à savoir permettre de rationaliser la prise de décision, de la rendre plus objective, plus transparente. Bon, ce sont les principaux objectifs qu'on associe à l'utilisation d'algorithmes. On voit que c'est aussi un gain de temps. Alors, je dirais que c'est un gain de temps, mais que l'algorithme peut aussi avoir des conséquences assez importantes en termes de régulation du système de santé. Et on le voit également à travers la mise en place de cette tarification au GMPS, établie à partir d'algorithmes, dans la mesure où la mise en place de cette tarification se fait et est en train de se faire, mais progressivement sur une période de 7 ans. On a commencé à mettre en place cette tarification à partir de 2017 et elle se fera jusqu'en 2023. Après 2023, on aura généralisé la tarification des EHPAD au GMPS sur l'ensemble du territoire, et là on le fait de façon progressive. Alors pourquoi on met 7 ans ? C'est pas parce qu'on se tourne les pouces et qu'on est un petit peu lent dans l'administration, bien au contraire, c'est surtout que la mise en place brutale de ce nouveau mode de tarification à partir d'algorithmes peut avoir, on a estimé que ça pouvait avoir un impact assez important, d'une part en termes d'augmentation des dépenses de santé, c'est-à-dire que actuellement, il y a à peu près 80% des EHPAD qui ont une dotation sensiblement inférieure à la dotation qu'ils auraient si on la calculait à partir du GMPS. Ce qui fait que si on la met en place brutalement, on va augmenter d'une année à l'autre la dotation de 80% des EHPAD. Ce qui, en termes d'augmentation des dépenses de santé, peut s'avérer être assez significatif. Si on lit les circulaires budgétaires sur les réformes tarifaires, on nous dit que pendant la période de transition, là, entre 2017 et 2023, le passage à la tarification au GMPS va avoir pour conséquence une augmentation des dépenses de santé à hauteur de plusieurs centaines de millions d'euros. Donc ce n'est pas non plus quelques deniers comme ça qu'on aurait dépensé en plus. Ça permet aussi de se dire que l'un des principaux objectifs de la mise en place de cette tarification GMPS, c'est de rationaliser la prise de la décision, le financement des EHPAD. Et on voit que cette rationalisation va avoir pour conséquence une augmentation des dépenses de santé. Donc on comprend bien que rationaliser les dépenses de santé, ça ne veut pas forcément dire les diminuer. Ça veut simplement dire dépenser mieux. Mais dépenser mieux, ça peut vouloir dire dépenser plus, mais dépenser autrement, ou en tout cas répartir différemment. Ça peut aussi vouloir dire baisser, hein, c'est sûr, mais des fois, quand on entend réforme, le mot rationalisation, tout ça, on peut se dire oh là là, ils vont supprimer les crédits, pas forcément. On a mis en place cette réforme sur 7 ans aussi pour éviter de perturber les établissements et les acteurs du système de santé. Pourquoi ? Parce que si 80% des... il faut conclure. J'en étais à mon premier point du petit A du grand 1. Navré, je suis désolé. Pardon. Je parle beaucoup. Bon, on l'a mis en place progressivement aussi parce que certains établissements, et ce ne sont pas les plus nombreux, mais certains établissements ont actuellement une dotation supérieure à celle qu'ils auraient si on la déterminait à partir du GMPS. Ce qui fait que si on met en place la tarification au GMPS brutalement, on va diminuer sensiblement, brutalement, la dotation des EHPAD, de certains EHPAD, et ça peut, on comprend bien, en perturber le fonctionnement et venir déréguler le système de santé. Voilà, bon, pour conclure, et pour, disons, vous parler rapidement du point 2, je dirais que... Comme quoi mon intervention n'était pas totalement inutile, je suis désolé. Non, elle était essentielle, et je vous en remercie. Je dirais que l'algorithme est associé à un certain fonctionnement qu'on peut qualifier de bureaucratique ou technocratique de l'administration. Alors, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit au départ, l'algorithme, en tout cas en matière de santé, et l'idée que j'en ai, c'est que c'est une affaire d'experts, et c'est vrai que ça peut rendre complexe l'explication
processus de prise de décision de l'administration. C'est tellement compliqué, surtout qu'avec un algorithme 2.0 qui permet de traiter et d'analyser une quantité phénoménale de données, si après l'être humain, devant le juge de la tarification par exemple, doit venir expliquer comment on a fait pour arriver aux chiffres, il doit expliquer tout le fonctionnement de l'algorithme. Il doit expliquer comment tous les processus intellectuels qu'a opéré l'algorithme à une vitesse, disons, bien plus importante que ne le fait le modeste cerveau de l'être humain. Ce qui fait qu'après, pour l'expliquer au juge, c'est compliqué. Sauf qu'en matière tarifaire notamment, je conclurai là-dessus, c'est que souvent les établissements demandent directement à ce que le juge augmente le montant des dotations. Donc on se place dans le cadre d'un recours de plein contentieux, ce qui fait que les motifs tirés d'un défaut de motivation de la décision tarifaire sont inopérants. J'ai envie de dire, l'algorithme 1 point, la transparence 0. Voilà, c'est mon point de vue. Après, bon, on peut en débattre. Merci. Je vous en remercie, mes excuses encore d'avoir dû sévir pour raccourcir quelque peu ces développements, dont on retient quand même essentiellement que pour l'heure, l'algorithme aide à la prise de décision, mais que pour autant, il induit une perte de compétences, ce qui veut quand même dire effectivement que son rôle est loin d'être neutre. Et puis vous avez ouvert sur une question qui est centrale, c'est celle de la garantie offerte aux administrés, et je pense qu'on va continuer sur cette voie.